Bonjour à tous, donc c'est un très grand plaisir d'être parmi vous, très grand plaisir d'être en face de collègues parce que dans mon parcours, je me souviens des années très stimulantes qu'ont été ces 8 années passées en Guadeloupe en tant que professeur d'histoire-géographie en collège. Années stimulantes parce que j'étais également étudiant en thèse et que c'est en thèse qu'on fréquente le plus les archives. Une fois qu'on devient titulaire à l'université, on a beaucoup moins de temps. Et donc, ce sont ces souvenirs-là. Et je suis content que vous soyez très nombreux pour ce séminaire. Donc, je remercie le Memorial Act, je remercie l'Académie, je remercie tous ceux qui sont à remercier. L'interrogation que je vais avoir va être plutôt... et Jacques Martial en a parlé tout à l'heure, de me demander mais pourquoi y a-t-il des Noirs, des gens de couleur, enfin pourquoi y a-t-il des non-européens en France au XVIIIe et au XIXe siècle. Il me semble que c'est un élément qui sera très utile aux enseignants. Quelques éléments de bibliographie. Alors, il y a une bibliographie abondante, mais enfin bon, j'ai juste présenté donc deux ouvrages qui me semblent très importants. Donc, qui est Éric Noël, qui est un collègue ici à l'Université des Antilles, et puis Pierre Boulle et Soupy Body, Le droit des Noirs en France. Pierre Boulle et Soupy Body ayant écrit d'autres ouvrages, mais je pense que celui-là est sur le plan synthétique et des documents les plus intéressants. L'ouvrage de Soupy Body étant en anglais. Donc, je conseille plutôt celui-là. Et puis, dans ma présentation, il faut aussi citer les étudiants qui travaillent et dont on bénéficie des travaux. Donc, Chandiva Banerjee, qui a réussi brillamment l'agrégation cette année et que j'ai eu le plaisir de diriger et qui a étudié donc les gens de couleur à Bordeaux jusqu'en... ah oui, alors il y a une petite erreur, c'est jusqu'en 1828 et pas 1778. Alors, un élément important, c'est de vous signaler ce portail, donc Joconde Overblog. Donc ça a été fait à l'initiative du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, dont je suis encore président jusqu'à son remplacement par une fondation dans les jours à venir, par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et ce portail vous permet d'accéder à 1049 œuvres d'art concernant donc l'esclavage, la traite, les abolitions, donc qui ont été répertoriées dans les musées nationaux. Donc, je pense que, enfin, je laisserai le PowerPoint de manière à ce que tout le monde puisse avoir ces coordonnées-là. Alors, pourquoi y a-t-il des Noirs et gens de couleur dans le Royaume de France? Alors, deux éléments. Les premiers que l'on trouve de non-européens dans les sources, ce sont des Amérindiens ramenés par Jacques Cartier lors de ses expéditions dans les années 1530. Et en 1571, il y a un capitaine normand qui veut vendre des esclaves à Bordeaux. Il veut faire la même chose que font les Portugais à cette époque-là, qui vendent des esclaves d'origine d'Afrique subsaharienne à Lisbonne. On estime entre 200 000 et 400 000 le nombre d'esclaves entre 1441 et 1600 vendus à Lisbonne par les armateurs négriers portugais. Donc il veut faire la même chose. Il dit, bon, voilà. Et sauf qu'une décision du Parlement de Bordeaux, c'est-à-dire la Cour d'appel de Bordeaux, décide que la France est mère de liberté et en vertu de l'édit de 1315, il ne peut y avoir d'esclavage en France et ces 20 esclaves sont libérés, sont affranchis, donc deviennent libres en touchant le sol du Royaume de France. Alors, par la suite, une colonisation va s'installer notamment aux Antilles à partir de 1635 en Guadeloupe. Et là, l'esclavage va être finalement
légalisées par le fait accompli, et puis ensuite un certain nombre d'ordonnances royales, dont la plus connue est l'édit de mars 1685, qui sera rebaptisé par des éditeurs parisiens le Code noir en 1718. Donc cette ordonnance va finalement instaurer les cadres juridiques de l'esclavage. Mais dans le Royaume de France, eh bien, l'esclavage est, lui, toujours interdit, enfin le sol rend libre. Un problème va se poser, c'est que le développement de l'économie des colonies, le développement de l'esclavage colonial et les allers-retours que font souvent les propriétaires d'esclaves entre les colonies et le Royaume de France font que, eh bien, ils viennent avec des domestiques, esclaves, et que ces esclaves domestiques, eh bien, ces esclaves domestiques sont normalement deviennent libres s'ils connaissent la loi, ils deviennent libres du fait de cette réglementation de l'édit de 1315. Alors un édit va être là pour essayer d'adapter finalement cette exigence que les colons ont de venir avec leurs domestiques, et puis la législation. Et donc en 1716, un édit autorise les maîtres à amener puis garder leurs esclaves sous certaines conditions, notamment pour leur fournir une éducation religieuse ou professionnelle. Alors, cette loi évolue. En 1736, la durée de séjour est limitée à 3 ans. Et ceux qui gardent leurs domestiques plus longtemps, eh bien, ces domestiques sont confisqués. Mais il faut préciser une chose, c'est que cette législation n'est pas applicable partout. À l'époque, dans le Royaume de France, une loi n'est appliquée que si elle est enregistrée par le Parlement. Alors le Parlement, c'est la cour d'appel. Donc il y a un Parlement à Bordeaux, il y en a un à Rouen, il y en a un à Paris. Et le Parlement de Paris, donc autrement dit la cour d'appel de Paris, refuse de ratifier ces 2 édits. Et le Parlement de Paris a une juridiction qui s'étend sur la majorité du Royaume de France. Donc, ces dispositions ne sont pas appliquées. Et de ce fait, les Noirs et gens de couleur eh bien, deviennent libres s'ils se présentent devant un tribunal. Enfin, encore faut-il qu'ils le sachent, mais un certain nombre le savent et se présentent devant les tribunaux et obtiennent ainsi la liberté. Alors, en 1778, un autre édit, alors celui-ci il va être enregistré partout, et il est intéressant parce qu'il nous montre quelle est l'importance de la présence des Noirs et gens de couleur en France. Alors on emploie ici le terme de police. Alors il ne faut pas voir ça comme la police, comme je sais pas, la police air frontière. Le terme de police à cette époque-là signifie administration. Alors nous sommes informés aujourd'hui que le nombre de Noirs s'y est tellement multiplié dans le Royaume de France par la facilité de la communication de l'Amérique avec la France qu'on enlève journellement aux colonies cette portion d'hommes la plus nécessaire pour la culture des terres, en même temps que leur séjour dans les villes de notre royaume, surtout dans la capitale, y causent les plus grands désordres, et lorsqu'ils retournent dans les colonies, ils y portent l'esprit d'indépendance et d'industrie et deviennent plus nuisibles. Comment ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, pardon. Indocilité, d'accord. Et deviennent plus nuisibles qu'utiles. Donc, l'argumentaire ici qui est développé, c'est... Alors déjà, c'est intéressant parce qu'il y a la perception qu'il y a beaucoup de Noirs et gens de couleur. Alors qu'en réalité, les enquêtes faites par les historiens montrent qu'il pourrait y en avoir peut-être 2-3 000 au même moment à Paris, sur une ville de 400 000 habitants. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau, ça, de penser que les gens venant de l'extérieur sont toujours trop nombreux. Le deuxième élément, c'est que de retour
dans les colonies, lorsque certains reviennent, eh bien, ils y causent voilà, l'indépendance, l'indocilité, c'est-à-dire qu'ils y propagent des idées et des comportements hostiles à l'ordre colonial et à l'ordre des propriétaires d'esclaves. Alors, le problème, c'est qu'il y a un décalage dans l'image, enfin, parce que petit à petit. Alors cet édit de 1777 met en place donc un certain nombre de choses. Il va mettre en place une forme de consigne des domestiques. Donc, le maître est accompagné de son domestique. Le domestique est mis dans un dépôt et le maître va laisser une caution de 1000 livres qui va couvrir les frais de nourriture de domestique. Et si jamais le maître ne vient pas récupérer son domestique, cela couvre aussi la somme pour renvoyer le domestique dans les colonies. Alors, ça, c'est en 1777. Autre décision prise en 1777, c'est de recenser les Noirs et gens de couleur en France. Alors, déclarer les noms et qualités des Noirs, mulâtres ou autres gens de couleur, ce sont les expressions que l'on emploie. Donc vous verrez qu'ici, alors que généralement dans les législations coloniales, on emploie plutôt les termes de nègre et de négresse, ici on emploie le terme de noir. L'un et l'autre de l'autre sexe, qui demeurent chez eux le temps de leur débarquement et la colonie de laquelle ils ont été exportés. Donc cela vous montre cette volonté de faire un recensement des gens de couleur et noirs en France. Alors, ce recensement est fait. Donc là, c'est sur ceux de la région de Bordeaux. Donc, pour vous montrer un peu les origines géographiques. Donc, vous voyez une prédominance des Antilles, 73%. Donc, il y a deux recensements. Il y en a un autre en 1807, mais c'est pour vous montrer les ordres de grandeur et les variations. Afrique, 23 à 2%. Mascareigne, 5%. 1%. Donc les Mascareignes, c'est l'île de la Réunion et l'île Maurice qui s'appelle alors l'île de France et qui est française. Donc l'Amérique continentale, donc, soit les 13 colonies, soit les États-Unis, soit la Louisiane ou soit des colonies espagnoles. L'Asie, et puis vous avez également ceux qui sont nés en France. Ça c'est curieux. Bon, donc c'était une carte à l'envers. Alors, quelles sont les activités de ces hommes et de ces femmes? Donc, on l'a dit, la plupart du temps viennent là en tant que domestiques, mais il y a deux autres raisons aussi qui expliquent leur venue. Une des raisons, c'est que certains maîtres, pour affranchir certains de leurs esclaves, qui le plus souvent sont leurs enfants, donc notamment le cas de Joseph Bologne, dit Saint-Georges, ça permet d'éviter les taxes liées aux affranchissements qui sont en cours dans les colonies. Alors que dans le Royaume de France, l'affranchissement est automatique et donc n'est pas payant. L'autre élément, c'est de faire apprendre un métier à un esclave. Et l'élément principal, c'est quand même d'être accompagné d'un domestique. Plutôt que d'avoir à payer les gages d'un domestique arrivé en France, c'est tout simplement d'avoir ce domestique à son service. Et donc, lorsque l'on regarde les métiers, eh bien, on voit une majorité de domestiques, 145 domestiques, des domestiques un peu plus spécialisés qui sont les cuisiniers et les perruquiers, un portefaix, et puis des personnes qui sont, alors qu'on pourrait qualifier du monde de l'artisanat, mais une couturière, une tailleuse, une chaussetière, une lisseuse, on est entre finalement la domesticité et l'artisanat. Et puis vous avez quelques-uns qui ont des métiers qui sont des cordonniers, tonneliers et menuisiers, mais très peu. Alors, vous avez ici une représentation, donc c'est un tableau anonyme de la fin du XVIIIe siècle, qui montre
c'est domestique. Donc une femme qualifiée à l'époque, selon la taxonomie de l'époque, de négresse, avec vraisemblablement sa fille, donc une mulâtresse. Donc là aussi, une autre représentation d'une femme domestique. Alors je passe vite. Et là aussi, alors, une figure importante qui est celle de la nourrice. En effet, dans la bourgeoisie et la noblesse, depuis le Moyen Âge, les enfants ne sont pas allaités par leur mère dans les milieux des notables, ils sont allaités par une nourrice. Et dans le cadre des colonies, eh bien, les enfants des maîtres sont allaités par une nourrice esclave. Alors, tout à l'heure, il a été mentionné cette femme avec le sein nu comme symbole de l'esclavage. Peut-être que c'est aussi un symbole de la nourrice. Mais bon, là, on pourrait avoir des discussions sur ce point. Donc ici, c'est la famille Choiseul-Meuse et c'est un tableau de Le Masurier de la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est pour vous montrer un peu le rôle et une représentation de ces domestiques. Alors là, en 1807, on a un certain nombre de métiers et vous le voyez toujours, des domestiques, des couturières, des blanchisseuses et puis aussi un certain nombre d'artisans, charpentiers, maçons, menuisiers, orfèvres, et puis aussi des artistes. Ça, c'est vraiment intéressant. Écrivains, maîtres de danse, maîtres d'escrime, musiciens, peintres. Donc, parmi les figures les plus connues de ces hommes de couleur qui viennent en France, donc le chevalier de Saint-Georges, qui est ici à gauche, et Guillon le Thiers, qui est à droite. Donc, le chevalier de Saint-Georges, qui est le fils d'un planteur de Baïf, donc de Clairefontaine. D'ailleurs, le terrain où se situe la plantation de son père appartient à mes cousins. Non, mais c'est intéressant. On a un projet. Bon, on ne va pas faire le Mémorial Act en Basse-Terre, mais... donc, Guillon le Thiers, qui lui est de Sainte-Anne, et qui est un peintre. Alors lui, dans la taxinomie de l'époque, il serait donc qualifié de métis, c'est-à-dire sa mère est une mulâtresse, et son père est qualifié de blanc à cette époque-là. Et donc c'est un peintre célèbre dont on a déjà parlé tout à l'heure, dont voici une des œuvres. Donc vous voyez ici Napoléon Bonaparte lorsqu'il signe les préliminaires de paix à Léoben, donc en 1797. Et puis un tableau très célèbre, donc, qui est le Serment des ancêtres, où là on a effectivement la représentation de Pétion, donc appartenant à la catégorie mulâtre à Saint-Domingue, et à côté donc Dessalines, qui lui est un noir créole de Saint-Domingue et le second de Toussaint Louverture. Et donc ce serment est fait sous les auspices de Dieu, et puis vous voyez donc que Dieu est représenté par un métis en blanc. Alors, la Révolution va modifier la législation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette législation d'interdiction, elle n'est pas respectée. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, vous avez une législation sur l'entrée dans le territoire français, elle n'est pas respectée. Sinon, il n'y aurait pas de reconduite à la frontière, il n'y aurait pas de centre de rétention. Enfin, à l'époque, c'est exactement la même chose. Et le nombre de gens de couleur, finalement, se multiplie. Alors, il se multiplie non seulement par ceux qui viennent donc en accompagnant leur maître, mais également pour un certain nombre de libres de couleur qui viennent parce qu'ils ont des affaires à régler ou des revendications à mener. Alors je pense par exemple à Julien Raymond, qui veut combattre un peu avant la Révolution, on le retrouve en France, dans le Royaume de France en 1787, ou Julien
ou Vincent Auger, pardon, que l'on retrouve également et dont je vous montrerai une représentation. Alors, la Révolution débute et le 26 août 1789 est proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration, qui indique dans son article 2 que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, normalement, c'est une abolition de l'esclavage. Mais le lobby colonial, qui est à la fois formé des planteurs et qui est aussi formé des négociants des principales villes de Paris, on estime ce lobby dans une assemblée où il y a 1200 députés, de 200-250 députés. Et finalement, il trouve une astuce de manière à ce que les principes soient respectés, tout en maintenant l'esclavage. C'est tout simplement de dire que les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoi qu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution. Donc, l'honneur est sauf, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe, il est là, mais il n'est pas appliqué dans les colonies. En effet, cette déclaration, c'est le préambule de la Constitution. Mais, comme ça a été indiqué, cette Déclaration des droits de l'homme s'applique sur le territoire métropolitain. Et donc, si l'esclavage n'est pas aboli en Asie, en Afrique et en Amérique, enfin, c'est-à-dire là où il y a des esclaves, il est aboli en France. Vous voyez, tout individu est libre aussitôt qu'il est entré en France. Tout homme de quelle couleur qu'il soit jouit en France de tous les droits de citoyen s'il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer. Voilà. Voilà l'astuce juridique qui a été trouvée par les députés de l'Assemblée nationale pour maintenir l'esclavage. Alors, là, ici, vous avez une représentation donc, de Vincent Auger. Donc, Vincent Auger qui a 3 grands-parents blancs et un grand-parent noir, donc qui est un négociant de Saint-Domingue. Et Vincent Auger et Julien Raymond, je passerai rapidement, vont mener un combat qui va permettre d'obtenir l'égalité des droits pour les libres de couleur. Alors, les libres de couleur avaient moins de droits que les blancs. En effet, alors ils avaient le droit de posséder des esclaves, ça c'était pour les aspects égalitaires. Et pour les aspects inégalitaires, ils ne pouvaient pas s'appeler monsieur ou madame, ils payaient des impôts en plus, ils n'avaient pas accès à certaines charges honorifiques comme officier de justice, officier de milice, et surtout, ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas le droit à la citoyenneté. Et donc, le 4 avril 1792, ils obtiennent la citoyenneté. Alors d'ailleurs, il y a une représentation de l'obtention de cette citoyenneté avec, vous voyez, la balance et puis cette égalité entre ces individus, quelle que soit leur couleur. Mais pour ceux qui sont libres. Alors parmi ces libres de couleur, vous avez donc ici le général Dumas. Donc ça, c'est une représentation qui date de la deuxième moitié du XIXe siècle, donc par quelqu'un qui n'a jamais vu le général Dumas, qui lui est mort en 1806. Alors là, on va... le général Dumas, ça a été évoqué tout à l'heure, va avoir une carrière militaire pendant la Révolution. Alors, il est à la tête de la Légion des Américains. Alors, il est le second. Le premier, c'est le chevalier de Saint-Georges. Et lui, il est le lieutenant-colonel du régiment. Alors, il va même participer aux campagnes de Napoléon Bonaparte, donc en Italie, et puis aussi en Égypte. Et en Égypte, il va se brouiller avec Napoléon Bonaparte. Et cette brouille est surtout liée à un positionnement politique très différent entre les deux. Lui est un républicain et il a déjà le sentiment que Bonaparte est déjà un apprenti dictateur. Et donc, il commence à dire, mais qu'est-ce qu'on est venu faire en Égypte ? On ne sert à rien ici. Alors, Napoléon Bonaparte, d'ailleurs, l'avait utilisé pour commander l'avant-garde, parce qu'il se disait, il fait un peu égyptien. Non, mais c'est très sérieux. Et puis, de cette brouille, donc le général Dumas. Alors, le général Dumas, alors, je vais peut-être rectifier un tout petit peu, il est de Saint-Domingue. C'est seulement en 1804 que Saint-Domingue devient Haïti. Et
Donc, lorsqu'il est chassé, enfin, il n'est pas chassé, donc il demande son départ de l'expédition d'Égypte. Il est capturé par les Napolitains, et là, pendant de très nombreux mois, il va être prisonnier et être particulièrement maltraité. Il va revenir de ce séjour en captivité avec, enfin, estropié, enfin, plus capable de servir dans l'armée. Alors, rapidement, nous arrivons au 4 février 1794, donc l'abolition de la première abolition de l'esclavage. Donc je passe rapidement, et c'est de ce côté. Donc ici, vous avez une représentation donc c'est un dessin qui devait préparer un tableau qui n'a pas été réalisé, qui montre cette scène de la Convention où l'esclavage est aboli. Donc on voit ici, par exemple, sur la droite, une personne qui montre un enfant à la Convention. Alors on sait, d'après le procès-verbal de cette séance de la Convention, le 4 février 1794, qu'il y avait au moins une personne de couleur dans la salle, donc une femme. Et cette femme, lorsque l'abolition de l'esclavage a été proclamée, elle s'est évanouie. Et donc il y a un député, voyant qu'elle s'évanouit, dit « Oh, c'est magnifique, il faut consigner cela dans le procès-verbal ». Et c'est donc pour cette raison que nous sommes au courant de cet évanouissement de cette femme. Voilà. Il y avait, je pense, beaucoup moins de noirs ou gens de couleur lors de la séance, mais enfin, il y en avait au moins une. Et je vous rassure, elle s'est réveillée après. Donc, là, ici, c'est des représentations des 3 députés. Alors, c'est la fameuse représentation tricolore, donc avec un député blanc de Saint-Domingue, Dufay, un député mulâtre, Mills, et puis un député noir, Bellay, Jean-Baptiste Bellay, donc de gauche à droite. Alors, la représentation la plus connue est celle de Jean-Baptiste Bellay, faite par Giraudet. Et cette représentation est intéressante parce qu'on voit Jean-Baptiste Bellay en uniforme de conventionnel, donc de député, adossé à la statue de l'abbé Raynal. Alors, bon, avec un cliché d'une meilleure qualité, on verrait écrit sous le buste le nom de Raynal. Et Raynal est un des auteurs les plus lus de la fin du XVIIIe siècle. Il a écrit une histoire philosophique et politique des 2 Indes, et cet ouvrage a été réédité des dizaines et des dizaines de fois. C'est vraiment une des meilleures ventes après l'encyclopédie parmi les ouvrages du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle. Donc il écrit cet ouvrage, il y a une première édition en 1770, et puis toute une série de rééditions, et il commence à parler de l'esclavage dans l'édition de 1780. Et voilà ce qu'il dit. Alors ça, c'est une définition très intéressante pour un professeur de l'esclavage, défini par... Alors c'est pas Raynal, Raynal n'est que le coordonnateur de cette œuvre, et ici c'est Diderot qui a écrit, donc le philosophe Diderot. L'esclavage est l'état d'un homme qui, par la force ou des conventions, a perdu la propriété de sa personne et dont un maître peut disposer comme de sa chose. Et voilà comment il considère les propriétaires d'esclaves. À qui, barbare, ferez-vous croire qu'un homme peut être la propriété d'un souverain, un fils la propriété d'un père, une femme la propriété d'un mari, un domestique la propriété d'un maître, un nègre la propriété d'un colon? Et c'est intéressant de voir finalement que ce sont toutes les inégalités qui sont ici condamnées. Inégalité homme-femme, inégalité enfant-parent, inégalité maître domestique et inégalité propriétaire d'esclaves, esclaves. Une figure très importante, et il faut que je vais aller très rapidement, donc c'est Toussaint Louverture. Alors, pour vous montrer, Toussaint Louverture, ici, c'est certainement la représentation de lui la plus réaliste. Et on va voir qu'au cours du temps, on a ici une autre représentation, bon, qui n'a pas l'air trop éloignée de la précédente. Bon, celle-ci,
celle-là, donc Toussaint Louverture, c'est celui qui est à droite. Mais ici, beaucoup plus tard, après l'indépendance d'Haïti, c'est le type de représentation que l'on a. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perte de Saint-Domingue, en 1804, va être un traumatisme pour la France. C'était l'une des principales sources de prospérité du commerce, du négoce colonial. Et il y a des centaines, pas des centaines, il y a plus d'une centaine de mémoires qui sont écrits pour la reconquête de Saint-Domingue. Il y a toute une littérature des colons pour se plaindre de la perte de Saint-Domingue et une présentation de ceux qui ont obtenu la libération de Saint-Domingue comme des bêtes féroces. Enfin, on a tout ce discours-là, et ce discours, on le voit aussi un peu dans l'image. Enfin, vous voyez la différence entre la représentation qui semble la plus fidèle à Toussaint Louverture et celle-ci. Donc l'esclavage est rétabli en 1802 en Guadeloupe par Napoléon Bonaparte. En Guyane, il ne parvient pas à le faire pour Saint-Domingue, qui devient indépendant. Mais la législation est remise en place. Et donc le 2 juillet 1802, il est interdit aux Noirs et gens de couleur de venir en France. Il y a même une autre interdiction, c'est que dans la première division militaire, donc qui est un arrondissement très large de la région parisienne, qui va jusque dans l'Oise, eh bien, il est interdit aux gens de couleur, aux Noirs, d'y séjourner. Mais Thomas Dumas, donc le général Dumas, que l'on a vu auparavant, bénéficie d'une dérogation et peut rester à Villers-Cotterêts. Donc en 1807, il y a un nouveau recensement. Alors donc là, c'est Thomas Dumas. Vous voyez, là, avec une canne qui montre aussi ses problèmes, révélatrices de ses problèmes physiques. Donc là, il n'est plus en général, mais il est donc à la fin de sa vie. Là, c'est son fils, très rapidement. Voilà, une autre représentation de son fils, donc celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires. Et je vais passer rapidement sur Cyril Bicêtre, qui va se battre pour les droits des libres de couleur, parce qu'en même temps que l'esclavage, le préjugé de couleur est rétabli. Et Cyril Bicêtre, c'est le neveu de Joséphine. C'est-à-dire c'est un enfant... le père de Joséphine avait eu une relation avec une esclave, il avait eu une fille, et cette fille était donc la demi-sœur de Joséphine, et donc la mère de Cyril Bicêtre, qui va se battre pour les libres de couleur. D'ailleurs, il va obtenir l'égalité des droits en 1833, le 24 avril. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de recensement sur les couleurs. Les mentions de couleurs disparaissent des sources. Alors c'est bien heureux pour les gens de couleur et noirs de cette époque-là, mais c'est beaucoup plus difficile pour les historiens de retrouver leurs traces. Et c'est vrai qu'il manque un travail sur cette partie de l'histoire de la présence des noirs et gens de couleur en France à partir de 1833. Alors, très rapidement, deux œuvres pour montrer que l'art sert aussi à lutter contre l'esclavage. Alors, est-ce que ça marche? Oui, voilà. Ici, vous voyez un pied. Donc, c'est le pied d'un marin qui a été tué par un esclave révolté sur un navire négrier en 1833. Autre dénonciation de l'esclavage, celle-ci, en 1843, ce tableau de Verdier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Verdier dit que la scène se passe aux États-Unis, alors qu'a priori, elle doit plutôt se passer aux Antilles, car le commandeur ici est noir, alors qu'aux États-Unis, les commandeurs sont plutôt blancs. Mais de manière à ne pas choquer l'opinion, il indique que cette scène se passe aux États-Unis. Donc ça, c'est une réappropriation dans le cadre d'une gravure, donc pour vous montrer comment l'art sert à... et j'ai presque fini, un peu de promotion personnelle, rapidement. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que les hommes de couleur et noirs sont en France depuis une très longue période et qu'une législation, d'ailleurs fluctuante, a été mise en place et qu'à partir des années 1830, finalement, il n'y a plus de marqueurs qui sont indiqués,
mais il y a encore un travail très important à faire, et c'est un travail très difficile à faire, de retrouver les traces de ces hommes et ces femmes dans les sources, à partir du moment où ils ne sont plus recensés selon leur couleur. Je vous remercie.